Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le mardi 3 novembre 2015, pas de grosses statistiques aujourd'hui, hormis cet après-midi la publication des commandes industrielles aux États-Unis. Bon, vous connaissez le topo par cœur, cette semaine, pardon. Le marché se concentre sur les chiffres de l'emploi aux États-Unis et quelques conférences de presse, notamment deux de Mario Draghi, dont une ce soir qui a lieu à 19 heures. Bon, alors ce sont des conférences de presse qui ont souvent lieu dans des lieux privés, ce sont des invitations en fait auxquelles il répond, mais c'est toujours quand même surveillé par le marché. Après, c'est pas non plus une communication digne de celle qui peut avoir lieu lorsque la Banque centrale se réunit et produit une décision de politique monétaire, quand bien même le taux de change euro-dollar est sous pression. Et c'est l'USD-CHF qui était sur support ce matin, qui permettait de voir le risque sur le taux de change euro-dollar qui s'est donc replié de pas grand chose non plus, une quarantaine de pips environ. Moi, je vais revenir sur toutes les classes d'actifs, c'est le principe du morning meeting, et je vais notamment commencer par donner mon point de vue sur les marchés actions, qui restent globalement dans la dynamique en place depuis la fin du mois de septembre dernier, avec une construction technique qui est assez propre. Sous vos yeux, l'avertissement sur les risques liés aux devises et aux produits CFD de manière générale. Alors, bon, le marché des changes, je l'ai couvert tout à l'heure dans le Good Morning Euro Dollar. Globalement, les choses sont bien en place. L'USD-CHF qui trouve un support, l'euro dollar qui reste baissier. Bon, allez, j'évacue tout de suite le sujet du FX, des paires majeures, comme ça ce sera fait. Et ensuite, si vous avez des questions sur les paires mineures, n'hésitez pas à me poser la question. Le taux de change euro dollar reste donc sous cette ligne de tendance baissière en place depuis le 23 octobre dernier, depuis la cassure des 1,11. Alors, pourquoi est-ce que je me concentre sur cette ligne de tendance baissière qui commence depuis la cassure des 1,11? Parce que cette cassure des 1,11, elle a été causée par la Banque Centrale Européenne, et c'était surtout le support en place depuis la fin du mois d'août, celui qui régulièrement relançait la tendance jusqu'à ce que le marché aille chercher à nouveau les 1,1450, la résistance majeure, avant qu'il ne rejette quelques séances avant la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, tout au long du mois de novembre, le marché va spéculer. Le marché n'est que spéculation au fond, anticipation sur ce que la Banque Centrale Européenne pourrait annoncer le 3 décembre prochain. Là aussi, vous êtes au fait, je pense, maintenant de ces grandes dates à suivre. Alors maintenant, si on se concentre sur le rythme du marché, le taux de change euro-dollar, j'ai donc cette ligne de tendance qui attrape tous les sommets, celui du 23 octobre, celui du 28 octobre, celui du 30 octobre et celui du 2 novembre. 2 novembre, c'était hier. Vous avez sous les yeux les bougies H1 et donc le marché reste en position dessous. De manière générale, à moyen long terme, je suis resté baissier sous les 1,1450. À court terme, toujours sous les 1,11 dollars. Et à court terme, toujours baissier sous les 1,1040 qui correspondent donc à cette oblique chartiste. Sur le très court terme, maintenant, le marché est en train de tester un seuil important qui s'établit à 1,0990, 1,10. Le risque, c'est bien sûr de basculer en dessous. J'étudie pour cela le comportement du taux de change USD-CHF. Le taux de change USD-CHF qui lui bien trouve un support à 0,9840 et qui réagit pour le moment positivement dessus. L'idée c'est quoi? C'est une reprise à court terme. Je pense que le marché peut encore aller chercher sa dizaine de pips supplémentaires et rejoindre les fameux 0,9900. On a un chandelier H4 qui est quand même porteur d'espoir technique, on va dire, au-dessus des 0,9840. Toujours du côté des paires majeures, il y avait ce matin un timing de vente en effet de l'AUD-USD, bien proposé d'ailleurs par notre analyste Yoav. C'était compliqué, j'avais en effet relevé l'existence de cette ligne de tendance baissière. Ce qui me gêne sur l'AUD-USD, c'est la session asiatique, avec une vive reprise haussière permise par un statu quo de la Banque de réserve d'Australie. Ce qui me fera vraiment penser que l'AUD-USD est en risque, alors, de manière générale, à moyen long terme, je reste baissier parce que le marché il est toujours sous cette ligne de tendance baissière en place depuis septembre 2014. Et puis d'autre part, à court terme, il y avait donc cette oblique. Maintenant, ce qui me fera vraiment penser que ce marché est en risque, ce serait le fait de réintégrer le niveau des 0,7180. Bon, pour l'instant, c'est pas fait, mais admettons que le chandelier H4, quand même, là, laisse envisager un repli, mais bon, le timing c'était ce matin. Maintenant, j'aimerais vraiment voir le marché basculer en dessous. De manière générale, sur le marché des changes, on a un dollar américain qui tente de se stabiliser à proximité d'un support important sur l'US dollar index de FXM à 12 000 points. Il y avait une divergence haussière cachée ici sur le RSI H4 de l'US dollar index qui commence
à agir. Ce qui est important, c'est quand même de noter qu'hier, on a eu un environnement statistique américain mitigé. Et le dollar américain commence, en tout cas des acheteurs commencent à se remobiliser avant l'enquête ADP. L'enquête ADP qui sera la première façon demain à 14h15 de se positionner sur l'évolution du marché du travail aux États-Unis au mois d'octobre. Et forcément, c'est très important parce qu'on sait que la Réserve fédérale des États-Unis s'est montrée optimiste et qu'elle probablement agira le 16 décembre prochain en tenant compte de ces chiffres du marché du travail. Alors, toujours sur le marché des changes, je vous ai parlé ce matin du taux de change USD-CAD qui a donc rebondi d'une trentaine de pips environ à proximité des 1,3080. Il n'y a pas des mouvements transcendantaux ce matin sur les paires majeures, mais malgré tout des 30, des 40, des 50 pips qui étaient bien timés ce matin avec une gestion du risque sur le taux de change USD-CAD. On rencontre maintenant cette ligne de résistance. Cela peut être lu comme une structure en wedge, donc forcément un biseau descendant après avoir fait une tendance haussière entre le 15 octobre et le 28 octobre, c'est une figure qui potentiellement peut relancer la dynamique vers 1,32. Maintenant voilà, lorsque vous êtes en H1, vous avez cette oblique, il faut vraiment la franchir pour accélérer davantage. On pourrait peut-être encore revenir un peu taper cette zone-là, et ce sera toujours un long pour viser l'accélération vers 1,32. En tout cas, j'ai le sentiment que le marché peut spéculativement prendre quelques achats, et c'est le cas depuis ce matin, dollar américain, avant la publication de l'enquête ADP demain et du rapport NFP vendredi. Voilà, ça devrait un peu s'activer d'ici donc demain, la publication de cette première enquête ADP. Le taux de change USD-Yen, il ne se passe pas grand-chose depuis hier, hormis bien, ce support qui était intéressant pour un achat à 120.16. Alors si vous tenez l'achat USD-Yen, le stop c'est toujours sous les 120 yens, et l'objectif ce serait de revoir les 121,50. Enfin, du côté des paires majeures, pour en finir, le NZD-USD qui casse un support, dis donc, le NZD-USD qui sort par le bas d'un range en cassant les 0,6720. Je suis prudent pour le taux de change NZD-USD parce qu'on attend ce soir les chiffres de l'inflation, donc je suis parfaitement neutre. Le GBP-USD, c'est vraiment l'équilibre des forces entre les deux monnaies les plus fortes du FX, mais sous les 1,55$, je pense que ce taux de change s'expose à nouveau à un risque de baisse. Les marchés actions de la zone euro et le guide, l'Eurostoxx 50. Il était hier dans la partie basse d'un range, il est ce matin dans la partie haute, donc il se replie. Moi, ce qui m'intéresse sur l'Eurostoxx 50, c'est la dynamique depuis le 29 septembre dernier. Je vois trois étapes à la reprise. La première étape qui a été celle d'un rebond technique, des secteurs massacrés au troisième trimestre, les matières premières, l'automobile, etc. Et puis deuxième partie du mois d'octobre, le début des résultats trimestriels qui sont dans l'ensemble de bonne qualité. Et là, le marché a eu un nouveau catalyseur. Et puis ensuite, des cassures techniques haussières importantes avec la Banque Centrale Européenne le 22 octobre dernier. Alors, cette dynamique des actions européennes, elle est bien construite. On a un canal de progression depuis le 29 septembre. Une impulsion, un range, une impulsion, un range. On est toujours dans le range. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter la partie basse du range. Les 3380 de l'Eurostoxx 50, ça c'était hier. Et donc, ce canal de progression. Donc au moment où je vous parle, il n'y a pas vraiment de vol, mais voilà le marché dans la partie haute du rectangle. On peut éventuellement rebaisser dans cette zone, et c'est là que ce sera intéressant de prendre à nouveau un achat. Alors, étant donné que l'Eurostoxx 50 est justement dans la partie basse, dans la partie haute de son range, eh bien il se replie, donc forcément c'est ce qui se passe sur le CAC et le DAX. C'est beaucoup plus propre d'ailleurs sur le CAC que sur le DAX, puisque sur le CAC, le range c'est 4840, 4940, le marché a rejoint 4940, bon, il était hier sur support, il était ce matin sous résistance. Moi ce qui m'intéresse sur le CAC 40, c'est comme sur le DAX, c'est le swing trading, c'est de se positionner long dans la partie basse du canal, à l'image de ce qui était le cas hier, et je pense que dans cette zone, ce sera toujours intéressant pour viser les 5000 points en novembre, donc lors des 4 prochaines semaines. Les métaux précieux toujours baissiers parce que le dollar américain, essentiellement parce que les taux obligataires remontent aux États-Unis depuis la semaine dernière et le communiqué de presse de la Fed. Je suis toujours avec ce scénario d'analyse technique sur l'once d'or qui est celle d'un canal à faible pente. Depuis la partie haute du canal, j'envisageais de revenir dans la partie basse, et je l'envisage d'autant plus que depuis
le marché a donné un signal technique négatif en cassant les 1162 $, donc toujours le même topo, cette baisse très progressive en direction de la partie basse du canal. Je n'ai donc pas changé d'opinion. Les pétroles sont parfaitement flat. Après la semaine dernière, une belle reprise sur des supports. Lucas Oil, c'est probablement un range qui est presque parfait, entre 46 $ et 54 $. Bon bah écoutez, vous l'avez là, hein, voilà. Les pétroles sont en range depuis la fin du mois d'août, et ça a toutes les bonnes raisons de durer, ce range sur les pétroles. Bon, vous venez de le couvrir dans l'émission spéciale matières premières. Sur le très court terme, je pense malgré tout que ce marché peut potentiellement, pourquoi pas, redémarrer au-dessus des 48, mais là aussi, hein, on fait des tout petits ranges à court terme qui s'inscrivent dans quoi 38% de retracement de l'impulsion de la semaine dernière. Ça c'est pour Lucas Oil. Pour l'US Oil, là aussi le marché continue de se reprendre de manière très progressive après la jambe de hausse du 28 octobre. Bon, bah, l'idée c'est quoi? C'est que là aussi petit à petit le marché peut reprendre un peu de la marche en avant, mais honnêtement c'est hyper neutre sur le court terme. Voilà, bon, bah, le marché est complètement attentiste, hein, c'est comme ça. Il y a beaucoup plus de momentum, je dirais, à shorter les métaux précieux, notamment l'once d'or, qu'à chercher un long sur le pétrole, qui est en plus soumis à des fondamentaux qui peuvent régulièrement venir choquer le marché. L'once d'or, il y a une vraie dynamique de repli et qui peut être alimentée par la perspective de ces chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc je pense que l'once d'or sera probablement plus bas vendredi lorsque l'enquête ADP sera publiée. Alors pour l'once d'or, vous avez la possibilité de tracer un canal de baisse depuis la cassure des 1162 $, et je pense que ce canal de baisse peut mener le marché en direction des 1110 $ d'ici la fin de la semaine. Donc probablement une vingtaine de dollars de plus dans le sens de cette dynamique. Les marchés de taux au sein de la zone euro subissent la reprise des taux souverains aux États-Unis, entretenue par l'approche positive de la Fed la semaine dernière, qui a jugé l'économie américaine robuste. J'espère pour elle et pour sa crédibilité que l'enquête ADP et le rapport NFP lui donneront raison. Sinon, attention au contre-pied sur le dollar américain qui pourrait chuter. Quant au Bund, il est quand même alimenté par le cycle monétaire propre de la zone euro. On a un canal de progression en place depuis le printemps dernier qui est propre. Ce qui m'intéresse, c'est toujours de chercher des longs dans la partie basse du canal, et notamment quelque chose que je trouve assez fiable, c'est le RSI H4 du Bund. Lorsqu'il revient sous 30, généralement, cela correspond à un niveau de support. Donc on n'est pas encore sous 30, mais je vous invite toujours à surveiller ça sur le Bund. Le XAG USD, le fait de voir l'absence d'acheteurs se remobiliser alors que l'argent teste un support ici, m'invite toujours à défendre le risque de baisse sur les métaux précieux, et notamment une baisse de l'argent métal en direction des 15 $ avant le rapport NFP. Donc j'ai vraiment ce sentiment, notamment depuis ce chandelier baissier du 28 octobre, de voir l'once d'or baisser en direction des 1110 et l'argent baisser en direction des 15 $, et ce, tant que l'US dollar index de FXCM préservera le support à 12 000 points. Ce support à 12 000 points, c'est un peu la frontière chartiste pour le scénario sur le dollar américain. Voilà donc ce que je pouvais vous dire moi sur ces marchés. L'idée c'est pas de se forcer, c'est d'avoir des niveaux propres pour intervenir. Les niveaux propres sont hyper limpides, sauf qu'il faut avoir la patience, et quand ils sont pas là, faut rien faire, c'est tout. Et l'Eurostock 50 c'était hier à l'achat, et éventuellement ce matin sous la partie basse du range, mais c'est toujours plus risqué de shorter un range dans une tendance haussière que d'acheter la partie basse, ce qui était le cas donc ce matin, hier matin pardon. Les marchés actions US, bah écoutez, je vois déjà le SP500 qui a donc en effet qui est revenu sur les 2100 points, c'est ce que j'envisageais hier, mais ça j'en parlerai tout à l'heure dans le Wall Street Insider. Maintenant je vais me laisser guider par vos questions sur les paires croisées. Alors, question de visiteur sur le DAX. Bah, écoutez, c'est simple. Moi, je vous propose cette approche. L'idée, c'est l'approche intramarché. C'est de
mettre à profit les niveaux assez propres de l'Eurostoxx 50 pour le DAX. Il y a une question de visiteurs où se positionner long sur le DAX, mais c'est trop tard, c'était hier, lorsque l'Eurostoxx 50 était sur support. C'était un peu le trade de la semaine. Maintenant, le DAX, lorsqu'il a fortement rebondi avec un Eurostoxx 50 sur support, il a rejoint presque les 11 000 points. Au moment où je vous parle, il n'y a rien de véritablement tangible pour quelque chose sur le DAX, hormis en effet les 10 900 points. Mais ces 10 900 points sur lesquels le marché tente de se stabiliser, c'est vraiment un niveau intermédiaire. Et moi, les niveaux intermédiaires, je préfère complètement les exclure des stratégies pour me concentrer sur les vrais gros niveaux swing sur lesquels le marché revient 2 à 3 fois par semaine, hein, pas forcément tous les jours, ça c'est un fait. Ce que je peux vous dire sur le très court terme, c'est que le marché tente de se stabiliser sur 10 900. Mais c'est un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que si l'Eurostoxx 50 revient dans la partie basse de son range, ce que finalement j'espère pour se replacer, eh bien à ce moment-là, le DAX cassera les 10 900 points. Donc ce que je peux simplement vous dire à court terme, c'est que le marché tente une stabilisation sur 10 900 points, mais qu'à part le fait qu'il s'agisse d'un niveau rond, j'y vois pas forcément un énorme niveau chartiste de premier plan susceptible d'agir significativement sur le DAX. Euh, donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors maintenant, euh, que dire sur les autres stratégies, et notamment les paires croisées. Bon, l'euro AUD qui lui est à nouveau sous pression depuis la réintégration des 1,54 $, hein, ça c'est un fait. L'euro AUD, je vais vous montrer ici un graphique en données 4 heures. Il y a aussi l'euro GBP hein, qui est revenu sous pression, l'euro AUD qui est resté dans ce canal. Ce qui est très négatif pour le taux de change euro AUD, c'est d'avoir réintégré les 1,54 $ qu'il expose à nouveau à un risque de baisse en direction des 1,5160. Donc ça c'est un fait. D'autre part, l'euro GBP qui lui reste dans une dynamique de repli, notamment depuis la réintégration des 0,7212. En fait, le marché est resté positionné sous les 0,7212. Bon, là, il ne se passe pas non plus grand-chose. Alors, le câble, voilà. Alors, une question, n'hésitez pas à poser des questions précises, hein, que je puisse être guidé un peu dans, dans le plan de ce point de marché. Alors, comment j'envisage la situation du câble? Alors, le souci avec le câble, c'est que c'est la paire majeure qui, à moyen terme, est la moins directionnelle. Pourquoi? Parce que c'est un range. Et pourquoi? Parce que lorsque vous placez le GBP et l'USD sur la courbe de l'échiquier monétaire, on va dire, elles sont à peu près au même niveau. Forcément, c'est un range. Maintenant, dans ce range, il y a des niveaux un peu plus forts pour des stratégies de trading, notamment les 1,55 $ du GBP USD. Alors justement, lorsque je me concentre sur les 1,55 $ du GBP USD, on voit bien que cela a agi hier à la baisse, qu'il y avait une divergence baissière en données H4 lorsque le marché a tenté d'accélérer vers les 1,55 $. J'aurais donc tendance à dire désormais que le GBP USD, sous l'influence technique de cette contradiction négative de momentum en place depuis hier et la fin de session européenne, alors vu la réaction initiale de l'US dollar index de FXCM à proximité des 12 000 points, je pense que le risque est de voir le GBP USD se replier sous les 1,55 $. Petit bémol, demain, la décision monétaire de la Banque d'Angleterre qui m'invite clairement à mettre en avant davantage l'USD CHF et qui déjà depuis ce matin a pris 30 ou 40 pips, que le GBP USD qui est beaucoup plus flat en termes d'approche tendancielle. Alors, ok, donc je verrai ce que je peux faire pour... je vais regarder de plus près cette histoire de coupure. Ok, donc pour l'euro-yen, c'est parti. Alors l'euro-yen est sous pression, l'euro-yen est sous pression, c'est l'euro qui est sous pression. On voit bien qu'il y a une résistance qui agit à 133 yens. Là on casse des supports ce matin sur le taux de change euro-yen. Je vais... Voilà. Voilà ce qu'on casse. On sort plus ou moins par le bas de cette pattern.
c'est pas non plus mais sous les 133 yens. J'aurais tendance là aussi à, ouais, il y avait peut-être même dans l'esprit une divergence baissière cachée, donc c'est short sous 133 pour viser un repli à nouveau en direction des 131,50. Mais je dirais que dans cette stratégie qui consiste à chercher des ventes sur l'euro, je préfère largement les points de vente euro-dollar ou encore éventuellement l'euro AUD ou encore l'euro GBP que l'euro yen. Parce que ça reste quand même une paire en yen qui est susceptible euh, d'être soutenue par l'attrait général pour le risque, à savoir le positionnement favorable général en faveur des marchés actions. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Merci d'avoir été attentif. Prochaine émission avec Sylvain à 13h, le 13h des Day Traders. Quant à moi, je vous retrouve à 15h15, je crois, pour, oui c'est ça, pour le Wall Street Insider. Merci à toutes et à tous.